Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du podcast de ma Ligue 2. Au programme de cette émission, on va s'intéresser à Sochaux, l'un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts en Ligue 2 depuis plusieurs semaines maintenant. Qu'attendre dans le futur pour l'équipe sochalienne? Thomas Degnaud, le directeur sportif, sera avec nous dans un instant. On va aussi revenir sur les décisions du Conseil d'État d'hier de suspendre les relégations d'Amiens et de Toulouse, tout en validant la fin des championnats également. Alors une Ligue 1 à 22 est-elle possible? Pareil pour une Ligue 2 à 18 ou à 20 avec l'arrivée du Mans et d'Orléans. On aura l'occasion d'en parler. Avec moi, il y a Dorian Vemel, Philippe Dechter et Laurent Mazur, l'incroyable trio. Bonjour messieurs. Salut Bonjour Maxime, bonjour à tous. Bonjour à Bon, il y a tous. beaucoup d'actualités. On va parler en effet de Sochaux. Thomas Degnaud, bonjour. Bonjour. Directeur sportif donc de cette formation de Sochaux qui a terminé à la 14e place du classement avant bien évidemment la crise sanitaire et l'arrêt des championnats. Vous aviez 8 points d'avance sur Niort, 18e et loin des premières places. Quel bilan finalement faire de cette saison pour l'équipe de Sochaux et même qu'est-ce qui vous a manqué pour aller un petit peu plus haut? Alors si vous voulez, quand j'ai repris le club avec les nouveaux investisseurs, il ne faut pas oublier que le club était au plus mal et financièrement et sportivement. Ils se sont sauvés lors de la dernière journée grâce au très bon travail d'Omar Daf et de son staff dans des conditions dantesques puisqu'il n'y avait plus de président. Donc aucune décision prise. C'était vraiment une situation compliquée. Quand nous avons repris, nous étions aussi sous masse salariale encadrée. Les investisseurs nous ont permis de passer déjà devant la DNCG en injectant 4,5 millions sur la table pour pouvoir repartir en Ligue 2. Donc, vous imaginez un petit peu dans quelles conditions nous sommes arrivés. Nous étions également l'avant-dernière masse salariale moyenne de Ligue 2 et il fallait composer et faire des miracles. Nous avons eu un recrutement basé sur des joueurs avec des profils un peu atypiques qui avaient besoin de se relancer et surtout beaucoup de jeunes joueurs issus de notre centre de formation puisque 60% de notre équipe était composée de joueurs issus du centre de formation. D'où la qualité d'où l'avantage d'avoir un très bon centre de formation. Donc, moi, les enseignements et surtout le bilan que je peux faire de cette saison, c'est finalement une saison positive. Positive dans l'état d'esprit grâce à nos jeunes joueurs. D'ailleurs, nous avons prolongé, peut-être que nous en parlerons ultérieurement, nous avons prolongé beaucoup de jeunes joueurs issus du centre de formation puisqu'ils nous ont donné satisfaction. Ça a été justement le côté positif de cette année. Et puis, on peut dire que le niveau de jeu était très intéressant. On savait qu'on aurait une période un peu difficile puisque notre effectif n'était pas pléthorique et pas très homogène en qualité. Mais je trouve que nous avons fait une très bonne saison. Est-ce qu'on peut dire peut-être que votre saison s'est résumée en deux phases? Une première phase peut-être où vous étiez en sur-régime, un peu c'est ce qu'on avait craint, et une deuxième phase où à l'inverse vous étiez bien moins bon et dans les résultats notamment que ce que vous aviez été, peut-être par relâchement, par certitude d'un maintien peut-être pas très très loin? Il y a plusieurs paramètres. En sur-régime, je ne sais pas. Je ne pense pas, puisqu'on a malgré tout fait tourner pas mal de joueurs. Sur régime, je ne pense pas. On avait certainement de la réussite, ça j'en conviens, et il en faut dans le football, que nous avons eu notamment sur la première partie de saison. Et après, il y a eu une cassure. Cette cassure est liée il y a deux paramètres. Le premier, c'est qu'on a eu des suspendus de joueurs clés de chez nous et des blessures. Et des blessures assez graves, puisque mon gardien s'est fait une triple fracture de la pommette, donc il était indisponible quelque temps. Maxence Lacroix, qui était un pilier de notre défense, qui s'est claqué le même jour. Et les suspensions de Christopher Diédiou, qui a pris 3 matchs, d'Ousseynou Thioune. Donc, ça nous a justement un petit peu handicapés, même très certainement beaucoup handicapés. Ensuite, il y a eu le mercato hivernal. Le mercato hivernal, quand vous avez des jeunes joueurs, parce qu'il ne faut pas oublier que j'avais un joueur qui s'appelle Melvin City, qui n'avait pas son nom dans le dos, qui était stagiaire professionnel et qui a fait tous les matchs et qui était bon. Et qu'est-ce qui se passe? Les joueurs sont sollicités. Et le fait d'avoir des jeunes joueurs avec une rémunération basse, souvent en fin de contrat, parce qu'on n'avait pas fait des contrats très longs, puisqu'on n'avait pas de certitude, mes joueurs ont été sollicités et ça a créé, évidemment, dans leur tête, un trouble psychologique qui a rejailli sur le terrain, très certainement. Philippe?
Oui, juste pour revenir très brièvement sur ce qui s'est passé avant, donc c'est-à-dire avec TechPro, on peut aussi se tourner vers l'avenir maintenant de votre côté en se disant quelque part, ça y est, c'est une opération reconquête maintenant par rapport au public, parce que quand on repense à toutes les galères que vous avez pu vivre, les passages répétés devant la DNCG, l'identité du club qui était complètement perdue quand on parlait avec les amoureux de Sochaux, enfin, ça faisait mal de voir Sochaux autant en difficulté. C'est un club historique du foot français, il faut quand même le rappeler. Là, est-ce que justement cette nouvelle saison, c'est vraiment objectif reconquête et on ramène les gens au stade et on a un nouveau projet? Oui, absolument. En fait, effectivement, il n'y avait plus d'identité au club. Il faut savoir que c'est un club emblématique avec une antériorité incroyable. Nous sommes arrivés, nous n'étions pas propriétaires. Nous sommes propriétaires que depuis le mois de février ou mars. Je ne sais pas la date exacte. Donc, effectivement, les spectateurs, les amoureux du FCSM étaient en droit de se poser la question si un jour ça allait arriver, puisqu'on leur avait tellement vendu du rêve qu'à un moment, ils ne croyaient plus personne. Aujourd'hui, les choses sont actées. Nous sommes propriétaires du club. Les finances vont très bien. Monsieur Laurent est un très bon gestionnaire et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les finances du club vont bien. En ce moment, après, il y a toute la partie sportive. La partie sportive, aujourd'hui, nous avons des finances qui seront certainement supérieures puisque nous avons la vente de Lucien Agoumet à l'Inter de Milan que nous avions gardé sur un compte séquestre, ainsi que les indemnités de formation de Marcus Thuram. Aujourd'hui, nous avons la trésorerie. Nous pourrons utiliser une partie de cette trésorerie. Nous avons un projet sur 3 ans, entre 3, 4 ans, avec une ambition qui est très clairement définie par les investisseurs, c'est une montée en Ligue 1. Donc, je suis en mesure de vous dire aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère. Je l'ai déjà dit à vos confrères de France Bleu ici à Belfort. Je l'ai souligné. Nous rentrons dans une nouvelle ère avec un projet sportif sur 3 ans, 4 ans max, pour faire monter ce club en Ligue 1. Laurent? Donc le prochain passage devant la DNCG courant juin ou mois de juillet, il n'y aura pas de souci. Cette fois, vous y irez le cœur plus léger. Oui, nous sommes très confiants. Nous sommes très confiants. Nous sommes en droit d'être confiants puisque je peux vous assurer qu'aujourd'hui, comme je me répète, mais les finances vont bien. Le directeur financier, assisté évidemment d'Emmanuel Desplat, qui est directeur général exécutif, et Samuel Laurent, travaillent de tous les instants pour que nous ayons un prévisionnel qui tienne la route et qui satisfasse à la DNCG. Voilà, nous sommes très confiants devant le passage de la DNCG qui aura lieu tout début juillet. Dorian, une question aussi. Oui, c'est vrai qu'avec l'excellent début de saison de Sochaux qui était assez inattendu, vous avez bien rappelé d'où revenait le FCSM au moment de votre arrivée. Cette 5e place, je crois, c'était vous étiez encore 5e jusqu'à la 15e journée, il me semble. Ça a fait naître ça fait renaître, je pense, pas mal d'espoir auprès des supporters qui, du coup, sont devenus forcément un peu plus exigeants, qui ont un peu plus de mal à encaisser la série un peu moins bonne de la deuxième partie de saison. En tout cas, là, je pense que vous allez être plus attendu pour cette nouvelle saison, notamment des supporters. Il y aura plus d'attentes autour du FCSM, en tout cas, pour redevenir peut-être un club outsider, au moins un club de première partie de tableau. Oui, nous avons la chance, effectivement, d'avoir un public et des spectateurs ambitieux. Il faut l'être. Moi, je le suis. Mon président ainsi que Emmanuel Desplat, nous sommes très ambitieux, mais ne brûlons pas les étapes. C'est ce que je veux signifier à tous les spectateurs et amoureux du FCSM. Ne brûlons pas les étapes. Pendant 5 ans, il ne s'est absolument rien passé au club. Aucun investissement. Vous avez vu l'état de la pelouse. Vous avez vu, et encore en interne, il y a beaucoup de choses à changer. Aucun investissement n'a été fait pendant ces 5 années. On ne va pas du jour au lendemain claquer les doigts et tout va repartir comme avant. On sait qu'il faut un peu de temps. C'est un projet ambitieux, 3 ans. C'est très court. Sachant que le club était vraiment à l'agonie. On ne peut pas du jour au lendemain reconstruire un club, refaçonner un club comme ça. Évidemment, nous sommes liés aux résultats sportifs. Effectivement, on peut être très satisfait de ce début de saison qui a du coup donné une lueur dans les yeux de nos supporters. C'est normal, c'est le jeu. Moi, ce que je veux vraiment leur dire aujourd'hui, c'est qu'il faut quand même être un petit peu patient. Vous avez vu, on a été très actifs sur le marché des transferts.
Ça veut dire que le club attire des joueurs. C'est le côté positif. Mais, je me répète, on en parlera très certainement après. Dans mon recrutement, il fallait que je sois… voilà, j'ai ma colonne vertébrale. On sait que sur les postes offensifs, il va falloir qu'on soit plus fort peut-être dans les 2 prochaines années. Donc, on va construire petit à petit, notamment sur 3 ans. Ouais, on va en parler justement des transferts dans quelques instants. Petite question que j'ai, c'est vous avez parlé du centre de formation, du travail qui est fait également. C'est vrai que le club de Sochaux est reconnu dans le milieu, ça c'est une certitude. Dans les dernières années, ou en tout cas dans les 15 dernières années, Boudbouz, Pedretti, Ménez, Roussillon, enfin il y en a plein, il y en a eu quand même pas mal. C'est aussi sur ça qu'il faut s'accentuer, selon vous, pour la suite dans les prochaines années, d'avoir une bonne formation et avoir des joueurs qui, à un moment donné, peuvent aussi faire rentrer de l'argent par rapport à des transferts? Bien évidemment, bien évidemment. Aujourd'hui, il faut savoir, je vais vous donner quelques stats, notamment sur la saison dernière. Déjà, quand nous sommes arrivés, Eric Elie, directeur du centre de formation, est parti la veille de notre arrivée pour Lyon. Donc, ça m'arrangeait pas forcément parce que j'avais beaucoup de choses déjà à construire au niveau des professionnels. Mais je veux garder cette continuité. Jean-Sébastien Marieux, qui était l'adjoint d'Eric Elie, est passé directeur du centre de formation avec le responsable du recrutement qui s'appelle Raphaël Scherer. 3 petites stats très simples. Les 15 ans ont fini premier de leur championnat, évidemment arrêté au mois de mars. Les U17 nationaux, premiers de leur championnat. U19 nationaux, premiers du championnat. Et la Nationale 3 a fait une très bonne saison. On doit s'appuyer sur cette formation. Maxence Lacroix, qui est un pur produit du centre de formation, a été sollicité à hauteur de 4,5 millions par l'Atalanta de Bergame. C'est une manne financière. L'avantage aussi, c'est quoi? C'est de faire émerger nos jeunes petit à petit, les faire jouer. C'est ma politique, c'est de faire jouer les jeunes et puis de composer avec des joueurs certainement plus expérimentés, notamment en Ligue 2. Parce que la Ligue 2 est une division dure, longue, exigeante. Donc, il nous faut des joueurs aussi expérimentés pour encadrer ces gens. Bon, il y a Philippe et Laurent qui veulent poser une question. Qui en premier? Je vais commencer. Allez, juste pour rebondir sur ce que vous parliez de Maxence Lacroix, justement, et pour rentrer dans le sujet Mercato qui va nous animer pendant plusieurs semaines. Maxence Lacroix, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Où en est ce dossier-là? On sait que oui, c'est l'un de vos joueurs les plus rentables, entre guillemets. Aujourd'hui, oui, mais nous n'avons pas, vous savez, je vous apprends rien, mais il y a un contexte économique dans les clubs, y compris dans les clubs, les grands pays européens reste très complexe. Est-ce qu'on aura la même offre? Aujourd'hui, je n'en sais absolument rien. Il faut savoir que l'ensemble des championnats ont repris, sont en cours. C'est un mercato qui va être très long, puisqu'on annonce jusqu'à début octobre. Aujourd'hui, ce que je peux juste vous dire, c'est que je n'ai aucune proposition à ce jour pour Maxence et que par contre, nous nous préparons éventuellement à le remplacer s'il devait partir. Mais effectivement, c'est aujourd'hui le joueur phare en termes de départ. Évidemment, c'est la manne financière pour le club. Donc, on sera vigilant, on ne fera pas n'importe quoi. Maxence est un garçon très intelligent. S'il faut refaire une saison supplémentaire, il fera une saison supplémentaire complète. Voilà, et ce sera certainement une plus-value pour lui, mais certainement aussi pour le club. Ce que je peux vous dire à ce jour, c'est que nous n'avons aucune proposition. Avant de passer la parole à Philippe, il vaut combien selon vous? À partir de combien vous êtes prêt à le libérer? On est sur une base, vous voyez, on a reçu 4,5 millions par l'Atalanta de Bergame avec des bonus. Je pense que c'est un joueur qui vaut facilement 5 millions. C'est un joueur très complet, il va très vite, il est pas maladroit avec ses pieds, il est très intelligent dans son placement et aussi dans sa tête. Bon, c'est un joueur très très complet qui doit plaire à beaucoup de pays. Bon, Philippe. Donc 5 millions et 20% à la revente, on a compris, alors ce sera… N'allons pas trop loin dans les négociations, on verra plus tard. Non, par rapport au projet sur 3 ans,
vous expliquez très bien justement ce projet de remontée sur 3 ans. Ça coïncide justement avec la durée des contrats, ce qui est assez rare d'ailleurs en Ligue 2 de proposer des contrats de 3 ans. C'est généralement est plutôt sur du 1+1 ou du 2 ans. Donc ça montre aussi l'ambition de Sochaux pour cette saison. C'est aussi comme ça que vous le vendez aux joueurs. Vous vous inscrivez sur un projet de 3 ans pour remonter en Ligue 1. Il y a peut-être un bonus, je ne sais pas, si jamais vous montez en Ligue 1. C'est aussi une manière d'attirer certains joueurs. Oui. En dehors du fait que le club attire des joueurs, le club attire encore du monde. Et je peux vous l'assurer, et on a composé notre mercato de l'année dernière comme ça. Cette année, on a franchi encore une étape avec des joueurs beaucoup plus expérimentés. Et effectivement, moi, j'attire l'attention et je veux que ces joueurs rentrent dans ce projet, vraiment s'inspirent de ce projet avec l'ensemble de mon staff et les dirigeants. Donc, effectivement, voilà, moi, je joue là-dessus. Je mise aussi, vous l'avez dit, en général, les contrats sont un peu plus courts, mais je fais confiance à des joueurs qui ont envie d'en rentrer dans ce projet. Donc, il est normal qu'effectivement, on les récompense d'années supplémentaires. Vous l'avez dit, il y a un groupe assez jeune au niveau de Sochaux. C'est pour ça qu'il y a eu aussi ce début de mercato avec l'arrivée de quelques éléments d'expérience, notamment Florentin Pogba. Bon, peut-être de voir un jour arriver son frère Paul, on vous le souhaite, Brian Soumaré, Joseph Lopi, Abdallah Ndour également. C'était l'objectif vraiment de recruter des joueurs d'expérience pour épauler ces jeunes. Oui, clairement, ce qui nous a manqué l'année dernière, c'est cette expérience. C'est cette expérience du terrain, mais aussi dans le vestiaire. On a besoin de leaders. Moi, j'ai sondé tout de suite très rapidement Joseph Lopi, notamment dans ce cadre, puisqu'il connaît très bien le club. Son épouse est de Belfort à côté. C'est un amoureux du club. Moi, je crois beaucoup en Joseph, en plus, grâce aussi à ses qualités sportives. Il a eu quelques pépins physiques, mais ça va très, très bien maintenant. Voilà, donc je m'inspire de joueurs qui déjà aiment le club. Pour moi, c'est très, très important. On va cultiver également cet esprit club, cet esprit familial qu'il y a au sein du club. Donc, oui, pour moi, c'était important. Joseph Lopi, Florentin Pogba a donné un accord très rapide et il a l'expérience de la Ligue 2, mais aussi de la Ligue 1. Donc, pour nous, c'était très important. On a officialisé Abdallah Ndour en début de semaine également dans un cadre encore différent. C'est que Abdallah, lui, a connu différentes montées avec Strasbourg. Moi, je suis assez sensible à ça, c'est-à-dire que c'est un joueur qui sait comment on fait pour monter d'une division jusqu'à la Ligue 1. Donc moi, c'était c'était le profil sondé en numéro 1 dans la hiérarchie et aussi grâce au discours d'Omar, parce qu'Omar a un rôle très important également dans le recrutement, puisque je travaille collégialement avec lui et l'ensemble de son staff, ainsi que ma cellule recrutement. Tout le monde était unanime sur les profils que nous avons recrutés juste là. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que là, on rentre dans une cohésion de recrutement avec le staff. Alors, Dorian, dans un instant. Laurent, juste avant. Oui, non, c'était plus pour revenir aussi sur les profils ciblés, notamment au poste de latéral gauche. En plus d'Abdallah Ndour, il est question d'Ariel Mendy. En tout cas, il y a une rumeur qui est parue à ce sujet. J'aimerais avoir votre avis si vous le pouvez. Et sur le profil expérimenté, est-ce que ça pourrait dire que le Sochaux, qui a recruté Joseph Lopi, ancien de la maison, pourrait éventuellement être intéressé également par un ancien de la maison d'Orléans? Je parle d'Edouard Butin, qui est lui aussi en fin de contrat. Est-ce que c'est une piste qui peut être menée? Donc, pour répondre à votre première question, on avait sondé Ariel Mendy. Il était dans notre shortlist. À partir du moment où on a officialisé Abdallah Ndour aujourd'hui, et surtout que nous avons prolongé le contrat d'un jeune joueur chez nous qui s'appelle Romain Sans, qui a eu très peu de temps de jeu l'année dernière parce qu'il s'est malheureusement fait les croisés, mais qui a un vrai profil aussi intéressant au poste. Nous avons également Florentin Pogba qui peut éventuellement dépanner, et ça c'était important aussi pour moi de doubler le poste de Christopher Diédiou, mais d'avoir Florentin Pogba pour éventuellement dépanner au poste de latéral gauche. Donc aujourd'hui, voilà, le poste de latéral gauche est très complet. Et pour Butin? Et concernant Butin, non, il n'a pas été sondé dans notre recrutement. Aujourd'hui, voilà, pour être transparent avec vous, nous sommes à la recherche d'attaquants axiaux.
D'attaquants axiaux, d'accord. J'ai dit axiaux parce qu'il en faudra 2. Justement, j'allais embrayer moi sur les axiaux plutôt. Bah déjà, je pense qu'il y a le cas Abdoulaye Sané. On sait qu'Omar Daf aimerait conserver. Enfin, forcément, c'était votre meilleur buteur la saison dernière, donc j'imagine que le coach aimerait le conserver. On rappelle qu'il arrive en fin de contrat. Et puis on a vu aussi Yann Kitala, visiblement, le nom de Yann Kitala qui ressort beaucoup. Donc, est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions sur ces dossiers? Alors, le cas d'Abdou Sané est un cas pas complexe, mais effectivement, je dois de vous en parler. Abdoulaye Sané, nous avons formulé une proposition cet hiver au mercato hivernal de prolongation de contrat qui a été refusée par sa structure conseillère et la contre-proposition a été trop élevée pour nous. Dans le même temps, nous avons eu une proposition d'achat de Ludo Goretz au mercato hivernal. Alors, c'est passé un peu à l'as, mais on a quand même eu une proposition de Ludo Goretz. Si on avait eu 5 points de plus, je pense qu'on aurait laissé partir Abdou, mais ce n'était pas le cas. Nous avons décidé de le garder et nous étions dépourvus à ce poste, donc il était normal pour nous, dans le cadre du maintien, de garder Abdou Sané. Très clairement, que ce soit le staff technique et moi-même, aimerions qu'Abdou reste chez nous. Voilà, je suis transparent, puisqu'il s'est dit beaucoup de choses en interne au club. Je peux vous assurer d'une chose, c'est que le staff technique et moi-même aimerions qu'Abdou reste chez nous. Il souhaite, et il a été très honnête, il souhaite avoir un bon contrat à 27 ans. On le respecte. Nous, aujourd'hui, en l'état, on ne peut pas accepter la proposition que nous avons reçue de la part de ses conseillers. Et du coup, vous fixez une deadline pour prendre une décision parce que, nous sondons. Vous savez, ça va être un mercato finalement assez long, même si on a été très actif, ça va être un mercato assez long. Nous sondons des profils. Si Abdou souhaite rester chez nous et qu'il n'a pas trouvé son bonheur, peut-être qu'on aura l'occasion de travailler encore avec Abdou. Moi, Abdou, vous savez, il a joué quasiment toute la saison. Il a été absent un petit mois à cause d'une blessure, mais il a fait un travail extraordinaire. Il est très complet. En plus, c'est un gentil garçon qui s'investit dans le vestiaire, qui a mis 11 buts en loupant 2 pénaltys. Donc, on peut dire c'est une excellente saison. Quel club rechignerait à prolonger un joueur comme lui? Bon, je ne pense pas. Si on fait notre travail, on se doit de formuler une proposition pour Abdou, mais pas dans n'importe quelle condition. Et les pistes pour les attaquants. Pour les Yann Kitala, il y a Yanis Mergi aussi qui ressort. Oui, voilà, on a sondé Lyon, puisque Yann est sous contrat avec l'OL. On a sondé Lyon. On souhaiterait, oui, je suis transparent, on souhaiterait que Yann nous rejoigne. Nous l'avons eu plusieurs fois au téléphone, que ce soit Omar et moi-même, nous avons eu le joueur. Je pense qu'il n'est pas insensible à notre projet. Il sait qu'en venant à Sochaux, il aura aussi du temps de jeu, puisque, comme je vous l'ai dit, on va réduire l'effectif, mais doubler tous les postes. Il devra avoir du temps de jeu. C'est un jeune joueur. Nous, on le recrute pour lui donner du temps de jeu, pour nous aider à être bon et à gagner des matchs. Mais on sait pertinemment qu'à terme, il doit voir d'autres cieux, puisqu'il a les qualités pour jouer en Ligue 1 notamment. Donc, l'avantage que l'on peut lui donner, nous, c'est qu'on peut lui donner du temps de jeu. Voilà. On est en relation avec l'OL, on est en relation avec ses agents. On attend une réponse. Je sais qu'on n'est pas tous les seuls sur le dossier. On n'est pas les seuls, sur le dossier. Mais on est malgré tout relativement positif quant à une éventuelle venue de Yann Kitala chez nous. Et Yanis Mergi. Yanis Mergi également, on a formulé aussi une proposition. On se laisse aussi un peu de temps. Vous savez, on n'est pas sur les postes attaquants. On aimerait effectivement, notre priorité aujourd'hui, c'est Yann Kitala. Et puis Yanis, pourquoi pas avec. Aujourd'hui, on se laissera un petit peu de temps à ce poste-là. On ne veut pas faire n'importe quoi. Un dernier nom juste que je vais vous soumettre parce qu'on a eu connaissance d'une offre formulée de votre part pour ce joueur justement, Michael Barreto. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est puisqu'il a plusieurs offres aussi à disposition? Non, on m'a proposé effectivement, Michael Barreto, on me l'a proposé. Au poste de milieu, à partir du moment où je cherchais une sentinelle et que Joseph Lopi nous avait donné son accord
et que j'ai prolongé le contrat d'Younes Kabouni, d'Ousseynou Thioune. On a également un jeune joueur issu du centre de formation qui s'appelle Rassoul Ndiaye, qui doit aussi émerger, plus Sofiane Dam qui est dans notre effectif, plus Gaëtan Westbeek aussi qui peut jouer dans ce rôle de la pointe haute. Bon, on est suffisamment armé et pour l'instant, on ne cherche personne d'autre. D'accord. Au rayon des départs, alors il y a eu notamment les départs des joueurs qui étaient en prêt, Diop, Roca, Touré, Livolan, Sliti et Ndiaye. Est-ce qu'il va y avoir d'autres départs prévus lors de cet été? Non, je vous dis, hormis peut-être Maxence Lacroix, pour l'instant, bon, on souhaite prêter Victor Glanzin, un jeune attaquant de pointe, Isaac Dunstock en milieu de terrain, et Nathan Zéoré, un jeune défenseur central. Voilà, ce sont des jeunes joueurs issus de notre formation qu'on souhaiterait prêter. Pour le reste, bon, l'ensemble des prêts, c'est pareil, on aurait aimé garder Jérémy Livolan qui a fait une excellente saison avec nous, mais la proposition de son conseiller était un petit peu élevée. Voilà, après on est très satisfait du travail de Thomas Touré, mais voilà, on souhaite changer de profil. Voilà, mais en tout cas, moi je tiens à remercier l'ensemble de ces joueurs-là qui étaient en fin de contrat, qui ont été en prêt dans des conditions un peu particulières, qui ont fait un super job. Voilà, moi, si on m'appelle pour demander mon avis concernant ces joueurs, je serai très positif. Parce qu'en plus des qualités sportives, il y a pour moi la qualité humaine qui est importante. Et l'ensemble de ces joueurs, ils ont vraiment respecté ce qu'on leur a demandé. La fin de ces prêts, ça rejoint aussi ce que vous disiez tout à l'heure sur le renforcement de l'identité du club et d'offrir des contrats aussi un peu plus longs pour permettre aux joueurs de vraiment s'installer à Sochaux et non plus juste venir en prêt et repartir en fin de saison. Absolument. Cette année, je vais perdre 10 joueurs. Si c'est pour recomposer tous les ans avec 10 joueurs, il faut du temps. C'est pas cohérent dans notre projet. Vous l'avez bien compris, on part sur une ère de 3 ans avec des contrats de 3 ans, mais également on fait signer un jeune attaquant de pointe issu de notre formation qui s'appelle Walid Jarmouni, un jeune excentré droit qui s'appelle Nathanaël Ntola. On a fait signer un très très jeune joueur, mais qui… excusez-moi, j'ai mon coach qui m'appelle en même temps. Il entend parler, c'est pour ça. Il m'écoute et je dis peut-être des bêtises, c'est pour ça qu'il veut m'interrompre. Pardonnez-moi. Non. Et puis voilà, Ntola, Jarmouni qui vont signer pro. Voilà, donc on fait confiance, je me répète, on fait aussi confiance à la formation et après on compose avec des prolongations de contrat, c'est-à-dire que les joueurs se sentent bien chez nous, ils ont tous accepté la prolongation, Chris Diediou également, j'ai oublié, ainsi que voilà, un bail de 3 ans pour l'ensemble des autres joueurs. Laurent. Voilà. Pardonnez-moi, j'ai juste pris pour être complet, un seul prêt pour l'instant, c'est Brian Soumaré de Dijon. En fait, ce qui est intéressant aussi avec votre projet, justement sur ça, elle fait avec votre arrivée, vous avez assaini les comptes, les finances sont bonnes, vous nous l'avez dit, c'est qu'aujourd'hui finalement vous n'êtes plus obligé de vendre pour vivre. Alors si dans le projet presque plus vendre, presque plus vendre. Voilà, on a moins de pression effectivement puisqu'on a de la trésorerie au club, mais la trésorerie on aimerait l'utiliser dans d'autres domaines, sportifs évidemment, mais dans d'autres domaines. Dans notre prévision, voilà, il faut qu'on vende un joueur par an à hauteur d'environ 3 millions par an. Voilà, c'est cohérent. Le prévisionnel a été très bien fait et je pense qu'on va rentrer dans ces clous. Dernière question sur Sochaux. Philippe? Oui, la dernière question Mercato, c'était par rapport à d'éventuelles sollicitations de joueurs. Par rapport au poste de gardien, on s'est totalement consolidé pour Maxence Prévost parce que ça commence à bouger en Ligue 1 au niveau des gardiens. Généralement, ça se répercute sur la Ligue 2. Maxence, pour moi, c'est un des meilleurs gardiens, enfin un gardien qui a fait ses preuves en Ligue 2 et qui un jour, je l'espère pour lui, aura sa chance à l'échelon supérieur. Pourquoi pas avec Sochaux d'ailleurs. Est-ce que pour le moment, en tout cas, vous repartez avec lui, sauf proposition exceptionnelle? Oui, non, voilà, on l'a prolongé assez vite aussi, Max, puisqu'il était en fin de contrat. Je l'ai prolongé assez vite de 3 ans, d'ailleurs. Donc, on veut travailler avec Max. Max est un pur produit sochalien. Son papa est un passionné de football et du FC Sochaux. Voilà, on est parti avec Max. J'ai aussi fait signer au mercato hivernal Mehdi Janin, qui est aussi un local, puisqu'il est de Besançon, que j'ai récupéré à Clermont-Ferrand. Mais qui est il est de Besançon. Donc, si vous voulez,
voilà, je m'inspire aussi de joueurs locaux ou régionaux du moins, parce qu'il y a cet amour du club. Et pour moi, c'est que je me répète, mais encore une fois, mais c'est très important. Là, Mehdi souhaitait nous rejoindre. Moi, je le connais très bien de Clermont-Ferrand puisque j'y habitais. Et pour moi, c'était important. Donc, pour répondre à votre question, Maxence a prolongé de 3 ans. Effectivement, on ne barrera pas Maxence. Ce n'est pas ma façon de faire. Si Maxence a un projet en Ligue 1, évidemment qu'on regardera. Déjà rien que pour lui et pour respecter le joueur, puisqu'il a fait toute sa formation chez nous et il se sent bien chez nous. Bon, voilà, en tout cas, on sait tout sur le mercato de Sochaux maintenant grâce à vous, Thomas, et ça nous fait plaisir. Juste avant de vous laisser partir, un petit mot, parce que le mercato franco-français a débuté en début de semaine. Qu'en pensez-vous et comment vous voyez justement ce mercato qui peut en effet se prolonger jusqu'au mois d'octobre, à savoir donc bien après le début du championnat. Comment vous l'imaginez justement ce mercato? Alors, comment je l'imagine? Nous, on a été très, très actifs. Donc, finalement, on va maintenant pouvoir un peu souffler. Pour moi, il était important et j'avais dit à mon staff, demandé à mon staff quels étaient les critères de recrutement. Ils m'ont dit on aimerait avoir une équipe à 80% au complet pour la reprise. Et c'est vrai que c'est important. Je pense avoir respecté ce délai puisqu'à 3 semaines de la reprise, puisque nous reprenons le 29 juin, on aura 80% de notre effectif quasi au complet. Après, concernant ce mercato, évidemment, on est dans une période très, très compliquée. Nous sommes le seul championnat à ne pas avoir repris le championnat majeur, sans faire offense à la Belgique et aux Pays-Bas, mais on est à ne pas avoir repris. C'est un mercato qui risque d'être très long, sachant que je crois qu'il y aura aussi beaucoup de casse dans les clubs d'un point de vue économique. Donc, les clubs essaient de vendre avant d'acheter. Bon, nous, on n'avait pas cette problématique-là, donc on a été actifs sur des joueurs libres. Voilà, donc moi, je suis assez satisfait, mais c'est vrai que c'est une période qui va être délicate pour parler avec beaucoup d'agents. Ils trouvent cette période trop calme, d'ailleurs, parce que effectivement, les clubs vont prendre le temps. Bon, en tout cas, voilà. Justement, dernière question, Laurent. Ouais, justement, qu'est-ce que ça va changer pour Sochaux dans les mois qui viennent, juillet, août, septembre, octobre, comme vous avez été très actif pour le moment, est-ce que vous allez vous laisser le temps de trouver la perle rare, Oui. de trouver le bon profil? Tout à fait. Voilà, on est à 80% au complet, et puis on a décidé voilà, de se laisser du temps sur une dernière opportunité. On pense qu'il y aura des opportunités à faire sur certains profils. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, là, on est quasi au complet à toutes les lignes. Il manquera 1 ou 2 attaquants de pointe. Mais pour ce poste-là, on se laissera un petit peu de temps. On sait que c'est complexe. Hein. Tout le monde cherche la perle rare, le buteur. On cherche tous le même, d'ailleurs. D'ailleurs, si Monsieur Grevich veut nous rejoindre, il sera le bienvenu. mais voilà, non, c'est la pointe d'humour. Mais voilà, on cherche tous le même, la perle rare. C'est très cher aujourd'hui. Le marché des attaquants est très compliqué. Merci beaucoup, Thomas Degnaud, d'avoir été Merci avec à vous. nous. Directeur sportif du club de Sochaux, merci bien. Et puis à bientôt au cours de la saison prochaine, bien évidemment. Merci bien. Nous, on va poursuivre toujours en parlant donc de ce mercato franco-français. On va faire un petit tour de table aussi, savoir comment vous l'envisagez. C'est vrai que ça peut être très, très long. Dorian, justement, ton avis par rapport à ce mercato, comment ça peut se passer finalement selon toi? Un peu comme vient de le dire le directeur sportif de Sochaux, je pense que ça va mettre beaucoup de temps à bouger. Alors déjà, un mercato habituel classique, ça s'anime toujours sur la fin du mois d'août. Là, je pense que ce sera pareil. Évidemment, en Ligue 1, le marché de la Ligue 2 est particulier. Souvent, la Ligue 2 attend que la Ligue 1 bouge pour récupérer des joueurs en prêt, notamment beaucoup ceux qui seront un peu barrés dans leur club en Ligue 1. Là, effectivement, la Ligue 1 risque de vendre énormément dans un premier temps pour passer la DNCG, pour se renflouer un peu. Donc, en Ligue 2, je pense que ça va être un marché où c'est principalement des joueurs libres, comme d'habitude. On sait que les clubs qui sont sains et qui ont un investisseur fort, par exemple comme Auxerre, pourront sans doute se permettre 1 ou 2 mouvements un peu payants. Mais globalement, ouais, je pense que là, à part des paris entre guillemets des divisions inférieures ou des mouvements de joueurs libres, sinon ça risque d'être très calme avant de toute façon, avant d'en savoir plus sur déjà d'éventuelles dates et par rapport à nos voisins européens, tout simplement aussi. Pas de folie pour le mercato franco-français, Philippe? Oui, je ne suis pas sûr en fait que ça va beaucoup favoriser la Ligue 2 justement dans le sens des ventes, parce que quelque part, ils ne pourront pas faire monter les enchères
Là, j'ai envie de dire, par exemple, un club comme Lyon sur Maxence Lacroix, bah, il est un peu tout seul. Donc, il y a C'est très peu dur de de comparer, ouais, concurrence. du coup. C'est ça. Et même Clermont, par rapport à Gerbich, c'est typiquement le genre de joueur qui pourrait avoir des offres depuis l'étranger, d'Allemagne, d'autres pays. On a vu que ces dernières années, les bons buteurs de Ligue 2 aussi, ils avaient souvent des offres en Championship, en Angleterre. Et donc, souvent, ça permet au club de Ligue 2 de faire monter le prix et d'augmenter la valeur marchande du joueur. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Donc, bon, on l'a bien compris avec Thomas Degnaud, il est urgent d'attendre et je pense que c'est ce qui va se passer logiquement ces prochaines semaines. Laurent, pas Moi, je que. pense que tout le monde a tout dit. Voilà, je vais pas m'épancher plus longtemps sur le Mm. mercato qui va durer, qui sera très très long. Et je rappelle juste qu'il sera à suivre en intégralité et en live sur malique2.fr. Non, juste pour le dernier mot à ce sujet, Maxime, non, c'est important aussi, je pense, comme Sochaux l'a fait, d'avoir pu anticiper aussi un peu quand même. Là, Sochaux est dans une bonne posture parce qu'ils ont effectivement déjà recruté 4 joueurs à 80% de leur mercato. C'est quand même important parce que des clubs qui attendent, on peut se retrouver un peu en difficulté. La reprise sera le 22 août, mais les entraînements reprennent déjà dès fin juin, donc ça arrive vite. On sait les difficultés. Quand un groupe n'est pas constitué majoritairement dès la reprise, c'est compliqué pour créer une vraie osmose dans le vestiaire, etc. Donc ouais, il faut quand même que les clubs de Ligue 2 cherchent quelques joueurs libres. Et Laurent est pas Laurent. d'accord avec Après, moi. je disais juste qu'après, tout va dépendre aussi du contexte des clubs. On a vu là le Paris FC qui s'est séparé de 19 joueurs. C'est Ouais, très important. Il va falloir oui, 2-3 mois pour reconstituer vraiment toute cette équipe. Et là, le mercato ne sera pas ouais, mais de trop. ouais, Après, je prends des clubs comme Nancy qui vont pas beaucoup bouger cet été, puis, manque ouais. de sous, et qui vont d'abord surtout devoir vendre pour passer l'écueil de la DNCG. Voilà, ça va dépendre de ça. Et on parlait d'équipe qui s'est renforcée prématurément. Une autre équipe qu'il faudra voir l'an prochain, c'est le VAFC qui a déjà recruté 2-3 joueurs, et voilà, qui en passe peut-être de conserver plusieurs autres, qui a prolongé aussi Julien Masson, qui est un peu sur le même principe finalement que le FC SM, et ça peut être très intéressant aussi. On va parler d'un autre sujet maintenant qui a fait beaucoup débat lors des dernières heures, derniers jours. C'est le Conseil d'État qui a donc décidé de suspendre les descentes en Ligue 2 d'Amiens et de Toulouse. Les deux clubs ont communiqué assez rapidement, comme quoi ils étaient déjà maintenus en Ligue 1, mais il n'en est rien pour le moment. En effet, c'est la LFP et même la Fédération française de football qui va maintenant justement se pencher sur cette décision, en sachant que dans les textes, il n'est pas mentionné qu'une Ligue 1 est possible à 22. Sur cette décision, d'abord, qu'en pensez-vous, messieurs? Est-ce que vous imaginez un maintien de Toulouse et d'Amiens? Laurent, tu dis non. Non, non, Non. parce que Non. non, c'est catégorique. Je rappelle juste que le Conseil d'État, pardon, s'est basé sur la forme en fait plutôt que le fond, puisque le fond, il faudra que Amiens et Toulouse retournent devant le Conseil d'État pour le traitement de fond, et là ça peut prendre des mois voire plus. En tout cas, le Conseil d'État en référé s'est basé sur la forme, et la forme, il manquait simplement en fait la convention Ligue 1 qui lie la LFP à la FFF et doit être renouvelée pour la période 2020-2024. Et c'est d'ailleurs l'argument défendu, et le seul presque, par Didier Quillot depuis hier soir sur les médias. Et il le dit très bien, il le dit que de toute façon, aujourd'hui, le Conseil d'État n'avait pas cette convention signée parce qu'elle ne l'a pas été encore par toutes les parties. Mais une fois qu'elle sera signée, vraisemblablement avec une Ligue 1 qui pourra aller jusqu'à maximum 20 clubs, ça repassera devant le Conseil d'État d'ici la fin du mois, et le Conseil d'État verra bien que juridiquement il n'y a pas de souci et validera, on va dire, cette convention et la décision de la LFP de rétrograder Toulouse et Amiens. Dans tous les cas, il y a fort à parier déjà qu'il n'y aura pas de Ligue 1 à 22 clubs, donc de convention permettant d'aller jusqu'à 22 clubs. La majorité des clubs de Ligue 1 y est opposée. Et donc, du coup, si la Ligue 1 reste à 20 clubs, il est hors de question que Lorient et Lens ne montent pas. Et donc, Toulouse et Amiens ne pourront pas rester en Ligue 1. Qui plus est, je dirais même mieux que de toute façon, je vois mal la LFP et la FFF dire OK, on est d'accord pour une Ligue 1 à 22, en sachant qu'ils ont retoqué la Ligue 2 à 22, qui était pourtant autorisée par la dite convention.
vous me suivez. Et qui plus est, permettre un maintien d'Amiens et de Toulouse ferait jurisprudence. Et dans ce cas-là, on aurait en Ligue 2 Orléans et Le Mans qui resteraient. Et ça déboucherait sur finalement des saisons blanches, en fait, quasi partout, avec des promotions, mais jamais de relégation. Ouais, et puis même Boulogne-sur-Mer qui pourrait peut-être arriver aussi en Ligue 2. Bref, on n'est pas sorti. Mais alors, juste un petit mot sur les communiqués, parce que c'était quand même assez incroyable ce qui s'est passé, que Amiens et Toulouse disent très clairement, on est maintenu en Ligue 1. Comment vous avez vu justement en allant sur Twitter et en allant voir ces informations-là? Moi, personnellement, ça m'a surpris. Dorian. Oui, mais j'hésite entre soit la faute professionnelle de la COP de Toulouse, par exemple, soit le coup de bluff énorme pour mettre la pression en fait aux instances. Et je pense que c'est surtout ça. Je pense que Toulouse savait très bien en voyant l'ordonnance du juge des référés que non, il n'est pas maintenu définitivement en Ligue 1 pour la saison 2020-2021. Moi, je pense qu'ils ont voulu communiquer à l'affirmatif sans mettre de conditionnel, etc. pour mettre la pression, continuer à mettre la pression sur les instances, à dire voilà, le Conseil d'État suspend notre relégation, il prouve que en gros c'est injuste et donc on doit être réintégré. Mais non, faut pas. De toute façon, même je pense que les supporters toulousains ne sont pas dupes non plus. Ils ont tous très vite aussi saisi que Toulouse s'est complètement emballé de ce côté-là et que non, malheureusement pour eux, ça va. Voilà, comme l'a dit très précisément l'ordonnance du Conseil d'État, la LFP doit réexaminer le format de la Ligue 1, mais à aucun moment il n'enjoint la LFP à passer à 22. Donc comme vient de l'expliquer Laurent, il y a quand même, pour moi, il y a quand même assez peu de chances, je pense, que Toulouse et Amiens restent en Ligue 1. Donc ouais, non, c'est voilà, ils se sont pas mal emballés. Amiens a été un peu, alors ils ont certes fait une petite coquille avec ils ont même dévoilé le nouveau logo de la Ligue 1, etc. Ça a beaucoup fait parler aussi. Mais quand on lisait le communiqué précisément, Bernard Joannin, le président, il lance un appel à la LFP et à la FFF de maintenir un format 22 clubs. Donc, c'est qu'il a bien saisi que pour l'instant, rien n'est définitif et que ça va être réexaminé, comme l'ordonnance l'a demandé, tout en sachant. Et même, je vais compléter ce que disait Laurent tout à l'heure. Imaginons que la LFP dise OK, on vote Ligue 1 22 avec Amiens et Toulouse. Qu'est-ce qui va se passer? Noël Le Graët, il va encore convoquer le COMEX et le COMEX va passer au-delà, il va le refuser comme ils ont fait en Ligue 2. Donc en fait, pour moi, c'est assez improbable que Toulouse et Amiens se maintiennent, ouais, c'est clair. En tout cas, au niveau des décisions quand même du Conseil d'État, si on réfléchit bien, on se dit que Le Mans et Orléans ont quand même une chance. Ils vont passer ce jeudi devant le CNOSF et après peut-être saisir également le Conseil d'État. On pourrait donc imaginer que le Conseil d'État va dans leur sens en sachant qu'en Ligue 2, il y a la possibilité d'avoir une Ligue 2 à 22. Donc, est-ce que ça veut dire que Le Mans et Orléans, aujourd'hui, peuvent croire encore à un maintien? Ouais. Alors, Attends, je vais laisser la parole. Juste pour préciser un truc, je pense que ce sera un peu différent pour Le Mans et Orléans parce qu'en fait, s'ils vont devant le Conseil d'État, ce sera pas la LFP qui sera, partie prenante, ce sera la FFF. Puisque la LFP a accepté une Ligue 2 à 22 et c'est derrière la FFF qui l'a refusé. Donc du coup, ce sera à la FFF d'expliquer pourquoi ils ont refusé Le Mans et Orléans. Et dans ce cas-là, ce sera pas l'histoire de la convention à 22, etc. Enfin, ce sera pas exactement les mêmes arguments que pour Toulouse et Amiens. Donc évidemment, ça leur laisse. Ce sera de démontrer l'intérêt général du football tout supérieur. Est-ce qu'il y en a voilà. Ce sera à la FFF. Ce sera à la FFF de démontrer en tout cas d'expliquer pourquoi ils ont relégué. Et du coup, ça laisse quand même. Alors là, cette décision du Conseil d'État, elle redonne espoir quand même au Mans et Orléans parce qu'ils ont vu que deux clubs pouvaient gagner face à la LFP aux instances. Mais attention, ce sera pas le même Enfin, c'est pas un procès, je sais pas comment on appelle ça, mais ce sera pas le même débat en tout cas devant le Conseil d'État entre la FFF et le Mans. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, je suis pas juriste, etc. Mais vu que la LFP avait autorisé la Ligue 2 à 22, pour moi, ce sera plus FFF contre les clubs que LFP contre les clubs. Il va falloir avoir un très bon argument quand même pour la FFF et pour Noël Le Graët finalement. Si on va dans ce sens-là, ton avis, Philippe? L'intérêt général du football français pour Noël Le Graët, c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la FFF. Donc, c'est de faire les finales de coupe avec du public. On aura donc 80 000 personnes au Stade de France potentiellement cet été, alors qu'on ne pouvait plus jouer au foot. On aura aussi des matchs de l'équipe de France qui ont été maintenus. Donc, en fait, l'intérêt du football français pour Noël Le Graët, il est là. Il est de faire. Il est derrière toi, Noël Le Graët?
Euh, j'ai peur parce que s'ils rentrent. Non, mais par contre, ce qui est pas mal pour Le Mans et Orléans, c'est qu'ils auront directement accès au boss de fin. Ils auront directement Noël Le Graët, le boss de fin. Bah À ouais, la fin, ils n'ont ouais, pas besoin de ouais. franchir tous les petits boss, là, les petits Kyo, les choses plus faciles, le conseil d'administration. Eux, ils vont direct au boss de fin. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant à suivre ces débats. Après, juste une chose, effectivement, par rapport à l'histoire de la Ligue 1 22, effectivement, avec le recul et en prenant connaissance de tous les textes et de tout ce qui a été expliqué depuis hier, je n'y crois guère. Didier Quillot a quand même dit qu'il y aurait donc le vote qui serait soumis au conseil d'administration, puis éventuellement, enfin, puis dans la foulée à l'Assemblée générale de la LFP. Là, il y aura peut-être du lobbying. C'est pas impossible que Johannin, qui est quand même assez pote avec pas mal de présidents de Ligue 1, arrive peut-être à faire retourner certaines choses. Donc, Ouais, bah comme ils ont fait Le Mans et Orléans, au final. exactement. Mais comme le disaient bien Dorian et Laurent, je vois pas comment ils peuvent faire flancher le COMEX de la FFF. Ouais. Donc, on en revient un petit peu au même. C'est ça. En fait, limite, ouais, comme tu disais, Le Mans et Orléans, ils ont gagné du temps parce que eux, leur cas a déjà été réglé de cette façon-là. Alors que là, même si la LFP vote la Ligue 1 22, bah, le COMEX pour moi, il n'y a aucune raison que le COMEX ne retoque pas la Ligue 1 22. Donc, en fait, ce sera juste une perte de temps et ça retournera devant le Conseil d'État, etc. Donc, ouais, j'avoue que. Mais ça prouve aussi que comment dire, la gestion du foot français, c'est clair que ça ne va pas, quoi. En gros, on dit à la LFP, vous gérez la Ligue 1, la Ligue 2, je vous donne la délégation, vous gérez ça. Voilà, c'est vous vraiment qui faites ces deux championnats-là. Puis en fait, on voit que dès que le conseil d'administration, la AG de la LFP prend des décisions, il y a toujours la FFF derrière qui dit ouais, mais non, en fait, nous on veut pas, donc on le fait pas. Donc c'est ça aussi, c'est qui amène beaucoup de flou et de débat dans ça. C'est que pour moi, la gestion du football français, là, ça peut pas continuer comme ça, en tout cas, c'est clair. Qui décide finalement dans le football français? C'est un peu la grande question qu'on peut se Ah ouais. poser. Le Graët, Ah, oui, c'est vrai. ouais. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Sans doute. Hein. À partir Non, du moment où il décide de retoquer quand même l'AG de la LFP, bah, ça prouve que voilà, oui, en ça gros, prouve si quand même quelque chose ne certaines lui choses. plaît pas. Après, tout en sachant quand même que les présidents du Mans et d'Orléans ont mis du temps avant de saisir le CNOSF. Ils ne l'ont pas fait directement. Ça veut dire qu'ils ont peut-être quelques billes pour pouvoir y aller en se disant, bon, potentiellement, on peut être sauvé de cette façon-là. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler si les Puis il présidents du Mans et y a d'Orléans toujours la veulent venir. DNCG aussi, hein, faut pas l'oublier. Il y a toujours la Oui, DNCG. Ça va être drôle aussi, ça. Hein. Surtout en Ligue 1, je pense qu'il y a quelques clubs. Ah, même en Ligue 2, hein. Il y en a 2-3 même en qui. Ligue 2. Ouais, Mm. sans doute. Mais tu as raison, en Ligue 1, il y en a un ou deux qui ont besoin de vendre assez rapidement. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, Bon, on va faire les paris justement. Qui sera en Ligue 1, qui sera en Ligue 2? C'est une grande question. Oui, c'est vrai, c'est plein de questions. Peut-être qu'Ajaccio va revenir, on ne sait pas, voilà, en Ligue 1, ou peut-être que Boulogne-sur-Mer va être promu en Ligue 2. Bref, il y a plein de questions, c'est vrai. Mais ça va nous faire patienter parce qu'il reste encore 2 mois et demi avant la reprise du championnat de Ligue 2. Donc il y en aura des choses à dire. N'hésitez pas à aller sur justement le site de Ma Ligue 2 et puis on se retrouve, nous, tous les mercredis pour une nouvelle émission. Merci beaucoup, messieurs. Dorian, Laurent, Philippe. À la semaine prochaine. Merci, Maxime. À la semaine semaine prochaine. prochaine. Bye bye. Et puis, Salut. n'hésitez pas donc à aller sur Ma Ligue 2. Bye bye.